Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Grosse surprise, Trump fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, à savoir lancer la guerre commerciale tous azimuts. Le 21 janvier, il annonçait des taxes de 25% sur les biens importés du Canada et du Mexique et de 10% sur les biens importés de la Chine. Tout ceci devait prendre effet le samedi 1er février. Bon, dans les faits, c'est hier, mardi 4 février, que les mesures sont finalement entrées en vigueur contre la Chine. Mais surprise, elles sont suspendues pour un mois en ce qui concerne le Canada et le Mexique. Trump laisse entendre par ailleurs que les mesures concernant l'Union européenne sont imminentes. Alors prenons les choses une par une. Quelle est la réaction de la Chine ? Pourquoi cette suspension de dernière minute concernant le Mexique et le Canada ? Quid de l'Europe ? Et dites-nous Laurence, est-ce que l'impression de flou qu'on a quand même, est-ce qu'elle est calculée ? Et pouvez-vous nous expliquer en gros tout ce qui se passe ? Partons du début, l'instrument utilisé par Trump en ce qui concerne d'une part la Chine et d'autre part le Canada et le Mexique, c'est le International Emergency Economic Powers Act, le IEEPA, une loi de 1977 qui autorise les présidents des États-Unis à engager des actions de toutes sortes en cas d'urgence internationale. Cette loi a déjà été utilisée dans le passé pour des sanctions, mais jamais encore pour mettre en place des tarifs douaniers. Expliquez-moi quand même de quelle urgence internationale il est question. Trump dénonce à la fois l'immigration illégale, ça c'est en ce qui concerne le Mexique, et le fentanyl, ça concerne les trois pays. Il s'agit vraiment de faire pression sur Pékin, Ottawa et Mexico pour qu'ils interrompent ces flux, ces envois qui arrivent, d'après Trump, aux États-Unis. Mais est-ce que Trump poursuit des objectifs purement économiques ou est-ce que c'est encore une sorte d'ouverture des négociations pour cet homme qui a fait de The Art of the Deal son best-seller, sa marque de fabrique ? Eh bien oui, c'est toute la question parce que depuis le début, Trump annonce des objectifs vraiment très différents pour ces fameux droits de douane. Là, avec le fentanyl et l'immigration, on voit bien que il se sert des droits de douane pour obtenir plus des pays. C'est vraiment une négociation, alors diplomatique, pas très diplomatique en l'occurrence, qui s'ouvre. Mais lors de sa campagne, il a souvent rappelé aussi que les droits de douane, c'était le moyen à la fois d'avoir des rentrées fiscales pour diminuer le déficit public des États-Unis, c'était aussi le moyen de réduire les déficits commerciaux avec les pays étrangers, voire de réindustrialiser l'Amérique en produisant sur place des choses qui ne seraient plus importées. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans toutes ces raisons que Trump pose sur la table pour imposer ses droits de douane. En l'occurrence, donc, ces derniers jours, avec la Chine, le Canada et le Mexique, on était sur un objectif de négociation sur le fentanyl et sur l'immigration. Alors en face, regardons les réactions de ces trois pays. La Chine, pour commencer par le plus gros morceau, n'a pas cédé aux pressions et elle se prend les 10%. Oui, la Chine a choisi de tenir tête à Trump. C'est une grande puissance, elle a des exportations vraiment très importantes vers les États-Unis et donc elle peut penser qu'elle est plutôt dans une position de force. Pékin a annoncé en début de semaine imposer des taxes sur certains produits américains, le gaz naturel liquéfié, le charbon, les machines agricoles et d'autres. Il annonce aussi des restrictions sur l'exportation de certains matériaux critiques chinois vers les États-Unis. Donc ça, c'est très grave pour tout le secteur de la tech américain. Et enfin, ces régulateurs anti-monopole ont lancé une investigation contre Google, qui évidemment a une position monopolistique. Donc, nouvel épisode du bras de fer entre les États-Unis et la Chine, et ça sera de multiples rebondissements. Mais à l'inverse, comment en est-on arrivé à la suspension des tarifs envers le Canada et le Mexique ? Commençons par le début. La première réaction du côté du Canada, ça a été d'en faire une question d'honneur national. Je vous propose d'écouter Justin Trudeau. Ce soir, j'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Ça va faire mal aux Américains, aux consommateurs américains, aux producteurs américains. Oui, elle a un discours martial, effectivement, et qui a été salué au Canada. Mais enfin, on imagine que c'est pas ça ce qui a fait reculer Trump vis-à-vis des Canadiens et des Mexicains, non ? Oui, vous l'avez dit en introduction, Trump a en effet accordé un délai de 1 mois au Canada et au Mexique, mais c'est parce que ces deux pays ont accordé de leur côté des concessions aux États-Unis.
Prenons le Mexique. Tout d'abord, la présidente Claudia Sheinbaum a accepté de déployer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière nord du Mexique, pour entraver le passage de migrants illégaux et de cargaisons de drogue. Pour sauver l'honneur, elle aussi, Madame Sheinbaum précise quand même que les États-Unis vont de leur côté essayer d'entraver le passage d'armes à feu des États-Unis vers le Mexique. Et alors, le Canada ? De son côté, Ottawa va accélérer son programme de renforcement de sa frontière, alors sa frontière sud pour le coup, qui est estimée à 900 millions de dollars, un programme qui était déjà en route avec des technologies et des agents supplémentaires. Les Canadiens vont nommer également un responsable fentanyl, un fentanyl czar. Mais le fentanyl, cette drogue mortifère, elle vient de Chine et du Mexique. J'ai lu que les importations de fentanyl du Canada étaient à peu près 1% des importations totales de fentanyl aux États-Unis. Pourquoi emmerder le Canada ? Parce que les cartels mexicains commencent à installer des laboratoires au Canada et qu'il faut peut-être mieux prendre le problème à ses débuts. Pour être tout à fait honnête, il y a aussi des laboratoires qui commencent à être construits aux États-Unis même. Plus largement, sur ces histoires commerciales entre les 3 pays d'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis, Canada, il faut savoir que Trump prépare également la renégociation de l'ALENA. Donc l'ALENA, c'est ce grand accord commercial entre les 3 pays qui a été signé dans les années 90. Le premier grand accord qui est considéré par beaucoup d'observateurs comme ayant littéralement organisé le départ des usines des États-Unis vers les pays à bas salaire, en l'occurrence le Mexique. La délocalisation à l'américaine. Absolument. Dans son premier mandat, Trump, qui avait fait campagne pour le retour des usines aux États-Unis, avait déjà obtenu une renégociation de cet accord. Maintenant, il veut à nouveau le remettre sur la table. Peut-être qu'il aura gain de cause, mais il faut quand même voir que l'économie des 3 pays aujourd'hui est extrêmement intégrée. Pour la détricoter, ça va être très compliqué. Ça, c'est pour la région Amérique du Nord, mais pour ce qui nous concerne, les tarifs contre l'Europe doivent être annoncés incessamment, on croit le savoir. Et qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis ? Est-ce qu'il faut tenir tête comme la Chine ou baisser la tête comme le Canada et le Mexique ? Ce qui est vrai, c'est que ces tarifs douaniers, ils arrivent dans la pire conjoncture pour l'Union européenne, parce que du point de vue politique, on le sait, la France et l'Allemagne sont affaiblies, au moins temporairement, et d'un autre côté, de nombreux pays au sein même de l'Union sont dirigés par des pro-Trump. Donc, comment on va se débrouiller ? Par ailleurs, on sait bien que l'action des entreprises européennes est entravée par des normes sociales et environnementales très vertueuses, mais très exigeantes, et que nos pays sont dans des situations différentes. L'Allemagne, par exemple, qui a le plus gros excédent commercial avec les États-Unis, avec ses exportations de voitures, est très vulnérable, très dépendante de ses exportations vers les États-Unis. C'est aussi le cas de l'Italie d'ailleurs, et c'est pas du tout le cas de la France par exemple. Les soldes commerciaux avec les US représentent plusieurs points de PIB en Italie et en Allemagne. En France, ça représente une petite fraction, moins de 1 point de PIB. On voit bien que les intérêts ne sont pas alignés sur cette affaire. Et donc je repose ma question, Laurence, est-ce qu'on va céder ? Surtout pas, il faut absolument tenir bon et jouer collectif. Mais vous connaissez mon naturel optimiste, je voudrais vous donner 3 raisons pour lesquelles l'Union européenne pourrait s'en sortir. D'abord, j'ai lu les livres de Donald Trump, notamment The Art of the Deal, mais surtout How to Get Rich. Et dedans... Ça a marché ? Non, ça n'a pas marché du tout. Mais il explique comment il s'y prend pour négocier. Alors, à l'époque, c'était dans l'immobilier, mais je pense qu'il applique exactement la même tactique. C'est d'arriver avec des exigences absolument incroyables, de manière à déstabiliser l'adversaire, ou en tout cas la personne, le pays avec lequel il négocie. Mais ce qu'on observe, et il le dit dans ses livres, c'est que si l'autre personne refuse et se montre très dur, eh bien, Trump explique qu'il faut laisser tomber et passer sur d'autres positions. Donc, Trump est un négociateur effrayant en première vision, mais assez souple en seconde vision. C'est un pragmatique. On peut le dire comme ça. La deuxième raison pour laquelle les Européens peuvent tenir bon et vont tenir bon, c'est que l'Union européenne est reconnue dans le monde entier comme le plus grand marché de consommateurs. Elle pose ses normes. Elle a donc un pouvoir certain dans la négociation. Et enfin, excellent point, la Commission européenne n'est pas restée inactive. En fait, elle se prépare depuis des mois à la présidence Trump et à un retour des guerres tarifaires.
à Bruxelles, un groupe de travail spécial Trump, une Trump Task Force si vous voulez, a été créé de manière informelle en 2024 pour donc préparer concrètement la réponse de l'Union européenne. Cette task force est dirigée par Alejandro Keynes, qui est un membre du cabinet de Margaret Vestager. C'est quelqu'un qu'on connaît bien à l'IFRI, il est venu plusieurs fois, il est vraiment super. Alors, officiellement, l'Union européenne a dit qu'elle se préparait à négocier, c'est ce que Ursula von der Leyen a dit, mais on sait que derrière, d'autres options beaucoup plus fermes sont prêtes. Mais en conclusion, je voudrais, si vous le permettez, retourner aux États-Unis et vous demander, est-ce que la population américaine soutient Trump dans cette guerre commerciale qui peut quand même avoir des impacts inflationnistes certains ? À part les conseillers MAGA autour de Trump, comme J.D. Vance, le vice-président, ou Steve Bannon, son conseiller, il faut bien voir que Trump est confronté à un barrage d'avis extrêmement défavorables sur cette politique douanière. Ces avis viennent aussi bien de la gauche, Bernie Sanders, qui est très inquiet pour les consommateurs du Vermont, son État. Je peux vous citer aussi le Progressive Policy Institute, qui est un institut d'études économiques de centre-gauche, qui est également très négatif. Et même dans son propre camp à droite, les économistes libéraux du Wall Street Journal sont très critiques depuis plusieurs semaines. C'est aussi le cas du Financial Times, de The Economist à Londres. Et, je garde le plus important pour la fin, la US Chamber of Commerce, Chambre de commerce des États-Unis, très républicaine, qui généralement soutient tout ce que font les présidents républicains, est également très opposée. On pense même qu'elle pourrait entamer un recours juridique contre l'emploi de cette loi IEEPA dont je vous parlais tout à l'heure, un recours qui prendrait beaucoup de temps, donc ce ne serait pas forcément le plus efficace immédiatement. Et puis, pour finir du côté de la population, de l'électorat américain, pour l'instant, la base MAGA soutient absolument Trump sur cette politique, mais on voit bien que dans les mois qui viennent, s'il commence à avoir plus d'inflation et moins d'emplois, à cause des ripostes venus de Chine, par exemple, eh bien, le soutien populaire pourrait s'évaporer. Et il sera temps à ce moment-là de rappeler cet axiome fondamental à Donald Trump, « It's the economy, stupid ». C'est pas vous que je traite de stupide, bien entendu, Laurence. Je vous remercie pour ce podcast une nouvelle fois passionnant et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.